On a tendance à penser que nos droits fondamentaux, c'est acquis, que c'est gravé dans le marbre pour toujours. Et pourtant, en ce moment même, ils sont au cœur d'un combat, un combat intense et pas toujours visible. Alors, que sont exactement ces droits et comment se déroule cette bataille moderne pour les préserver? On va voir ça ensemble. Mais avant tout, pour bien saisir les enjeux de ce combat, il faut d'abord identifier l'adversaire. Et ce qui est assez fou, c'est que la plus grande menace aujourd'hui ne vient peut-être pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur même de nos démocraties. Écoutez bien cette phrase. Nous construisons un nouvel État illibéral. Le plus frappant, c'est que ce n'est pas un opposant qui dit ça, non. C'est le Premier ministre hongrois lui-même, Viktor Orban. Ça nous montre bien la nature du défi. On n'est pas face à une dictature classique, mais à un projet politique qui est assumé et même revendiqué. Alors, ça veut dire quoi au juste ce terme un peu barbare de démocratie illibérale? En fait, c'est un concept qui a été popularisé par le politologue Farid Zakaria pour décrire une sorte de démocratie de façade. En surface, tout a l'air normal, il y a des élections, on vote, mais en coulisses, les garde-fous essentiels, comme une justice indépendante ou une presse libre, sont petit à petit affaiblis, voire démantelés. Et attention, ce n'est pas juste de la théorie. Regardons des cas très concrets. En Pologne, on a vu des réformes judiciaires qui ont, dans les faits, placé les juges sous le contrôle du pouvoir politique. En Hongrie, le modèle est encore plus large. Le gouvernement étend son influence sur les juges, mais aussi sur les médias, sur les universités, ce qui étouffe progressivement tout débat critique. Face à ce genre de menaces, c'est essentiel de revenir aux bases. Au fond, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'on défend exactement? C'est quoi ce fameux système des droits fondamentaux? Allons faire un peu ses origines et comment il est structuré. Bon, l'idée des droits, elle ne date pas d'hier, évidemment. La Révolution française de 1789 a posé une première pierre essentielle. Mais c'est vraiment le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale qui a provoqué un électrochoc mondial. C'est là qu'on s'est dit qu'il fallait des garanties internationales vraiment solides. Et un peu plus tard, chose assez ironique, la guerre froide est venue couper cette vision universelle en deux blocs. D'un côté, les droits civils et politiques, et de l'autre, les droits sociaux et économiques. En gros, on peut classer les droits en deux grandes familles. D'un côté, il y a les droits autonomie. Là, c'est simple. On demande à l'État de ne pas intervenir dans nos vies. C'est la liberté d'expression, la liberté de circuler. De l'autre côté, il y a les droits créances. Et là, au contraire, on a besoin que l'État agisse pour qu'il existe, comme le droit à l'éducation ou l'accès à la santé. Mais attention, et ça c'est vraiment un point crucial à comprendre, ces droits, ce ne sont pas des commandements absolus qui existeraient chacun dans leur coin. En réalité, ils doivent constamment être mis en balance les uns avec les autres. C'est tout le symbole de cette balance. Prenons un exemple. La liberté d'entreprendre, bien sûr qu'elle existe, mais elle peut être limitée pour protéger la santé publique. Pareil pour le droit de grève, il doit être mis en balance avec la nécessité de maintenir certains services publics essentiels. Et qui est l'arbitre dans ce jeu d'équilibre permanent? Eh bien c'est le juge, qui doit trancher au cas par cas. Cela dit, il y a une exception majeure à cette règle de l'équilibre. Il existe un noyau dur, un socle de droits qui, eux, sont absolument intouchables. Jamais. Ces droits sont considérés comme absolus. Ça veut dire que même dans les situations les plus extrêmes, en cas de guerre ou de danger public exceptionnel, un État ne peut pas y déroger. L'interdiction de la torture ou de l'esclavage, par exemple, ce n'est tout simplement pas négociable. C'est le socle de notre humanité commune. D'accord, on a les droits. Mais qui les protège? Qui sont les gardiens de ce temple? En Europe, on a mis en place tout un arsenal pour former ce qu'on pourrait appeler un véritable bouclier juridique. Voyons comment il est censé fonctionner. Alors là, point important. Il ne faut surtout pas confondre deux institutions majeures. D'un côté, on a l'Union européenne, avec ses 27 membres, qui a un outil pour sanctionner les dérives, le fameux article 7. Et de l'autre, on a le Conseil de l'Europe, qui est beaucoup plus large, avec 46 pays, et qui s'appuie sur la Convention européenne des droits de l'homme et sa très célèbre Cour. Et justement, en parlant d'outils, l'Union européenne en possède un qui est particulièrement redoutable sur le papier. On le surnomme même l'option nucléaire institutionnelle. C'est l'article 7. Alors, comment ça marche, cette arme? En fait, le processus est très graduel. Étape 1, c'est un avertissement pour signaler qu'il y a un risque clair. Étape 2, on passe au niveau supérieur. Et là, il faut l'unanimité pour constater qu'il y a une violation grave et persistante. Et c'est seulement après, à l'étape 3, qu'on peut prendre des sanctions, comme suspendre le droit de vote de l'État concerné. On voit bien que c'est une procédure hyper lourde, c'est vraiment le dernier des derniers recours. Bon, assez de théorie. Voyons maintenant comment ces boucliers juridiques réagissent sur le terrain, face à la réalité politique. Prenons un cas qui a fait beaucoup de bruit. En 2018, le Parlement européen a fait quelque chose d'historique. En jugeant que la situation de la démocratie en Hongrie était devenue trop préoccupante, il a voté pour déclencher la procédure de l'article 7. C'était la première fois que le Parlement utilisait ce pouvoir.
Le message politique était sismique. Du côté du Conseil de l'Europe, la Cour a aussi rendu des décisions qui ont frappé fort. Dans l'affaire Navalny, par exemple, elle n'a pas seulement dit que les arrestations étaient illégales, non, elle a utilisé un terme juridique très lourd, le détournement de pouvoir, ce qui signifie que les autorités ont utilisé la loi dans un but politique caché, celui de faire taire un opposant. Et il ne faut pas oublier un autre acteur très important, même s'il est moins connu, la Commission de Venise. C'est un groupe d'experts juridiques indépendants, leurs avis n'ont pas de force de loi, mais leurs paroles pèsent très très lourd sur le plan moral. Et ils n'y vont pas par quatre chemins. Ils ont condamné très clairement les réformes en Pologne et en Hongrie en les qualifiant d'atteinte directe à l'état de droit. Mais voilà, il ne faut pas être naïf. Ces systèmes de protection, aussi bien pensés soient-ils, ne sont pas parfaits. Le combat est vraiment loin d'être terminé. Et c'est là qu'il faut être lucide, parce que ces boucliers, aussi solides qu'ils puissent paraître, ne sont pas du tout impénétrables. La Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, a parfois des décisions qui peuvent sembler difficiles à concilier entre elles. L'arme nucléaire de l'article 7, elle, se heurte à un mur politique, cette fameuse règle de l'unanimité qui la rend presque impossible à utiliser jusqu'au bout. Et tout ça nous rappelle une vérité fondamentale. La protection des droits n'est jamais un acquis. C'est une lutte de tous les jours. Ce qui nous laisse avec cette question qui est vraiment la question essentielle. Face à des menaces qui sont de plus en plus subtiles, de plus en plus sophistiquées, est-ce que nos boucliers juridiques, qui ont été pensés au XXe siècle, sont encore assez solides ? C'est sans doute la grande question politique pour l'avenir de nos démocraties.